communicant, je vous prie de m'excuser. Et j'ai le bonheur de recevoir ici un panel très masculin, et ça aussi je vous prie de m'en excuser. Heureusement j'ai Hélène qui a mis de la couleur. J'ai commencé à lui dire que peut-être si à chaque fois qu'un homme s'exprime, elle veut bien reprendre la parole pour parler à nouveau, tu en as le droit, Hélène. Il faut appuyer sur le bouton. Ah oui, je ne suis pas habituée. Ah oui. Alors on a un sujet qui est un sujet assez technique. Quand on parle de recyclage, on imagine tout de suite un sujet plutôt ardu où on va aller trifouiller dans les poubelles, regarder les rebuts, les déchets de notre société de consommation. Mais ici, on a une chance, c'est que dans le titre de notre débat, on va parler aussi de rêver. Et on est dans un cadre formidable qui est un cadre qui nous autorise à rêver, à imaginer avec nos invités ce qui a fait qu'un jour, ils se sont levés, ils se sont lancés dans une aventure d'entreprise et qu'ils ont imaginé autrement notre société de consommation, ses processus, la fin de vie des produits que nous consommons au quotidien, et je vais tout de suite vous les présenter en leur donnant à chacun des règles extrêmement fermes de ne pas parler trop longtemps. Je vais vous donner à chacun 8 minutes pour nous raconter ce que vous faites et qu'on ait du temps, qu'on se garde vraiment 20, j'espère au moins 20-25 minutes à la fin pour que vous puissiez réagir. Alors, en premier, Hélène de la Mouraire, qui a créé une société qui s'appelle Bilhomme. Je ne vais pas vous raconter les bios de tout le monde puisqu'on va y arriver par la suite, donc je vais compresser le temps. Hélène, tu étais dans l'événementiel, c'est ça? Oui. Tu nous racontes? Oui, oui, avec plaisir. Je pensais que tu allais continuer. Non, vas-y. Tu allais parler pour moi, c'est très bien. Bonjour. J'étais effectivement dans l'événementiel. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans l'événementiel et plus précisément l'affichage événementiel. Et il y a 11 ans, 11 ans et demi, 12 ans, j'ai voulu faire autre chose de ma vie et j'ai remarqué que toutes ces grandes bâches publicitaires qui sont sur le périphérique parisien, sur les façades d'immeubles en travaux, etc., n'étaient à l'époque absolument pas recyclées et encore moins transformées, alors que dans les pays en voie de développement, elles étaient utilisées pour... on les voyait même elles servaient de toit dans les favelas ou elles servaient de sacs ou enfin, elles étaient utilisées parce que on est sur des matières extrêmement solides, imperméables et pratiques, alors qu'en France, à l'époque, elles étaient brûlées, voire enfouies. Donc je me suis lancée dans l'aventure un peu à tâtons et je vous propose de voir une très jolie vidéo qu'on a fait avec une magnifique maison qui nous fait confiance depuis plus de 5 ans et qui raconte toute cette histoire. Et après, je rentrerai dans le détail et je reviendrai sur le fil en fait, de ce que vous aurez vu. Ouais, l'idée, c'est d'abord de rentrer et de voir la matière, de voir une aventure, de voir comment tu transformes ça, comment ça peut être joli. Donc on vous laisse regarder. Et puis, si vous avez envie de réagir, attendez pas les questions-réponses, faites des signes. On peut regarder la vidéo. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Are you ready, Boots? Start walking. Alors elle est contente parce que je disais oh non, un film et tout, ça va casser, etc. Elle me dit si c'est bien. Bon, bah, t'as raison, oui, voilà. c'est bien, c'est une bonne idée. Alors comment c'est venu cette histoire? Alors, déjà, en fait, ce film, il est très intéressant parce qu'il raconte toute l'aventure humaine, je vais la dérouler, mais surtout, avant toute chose, ce qui m'a animée, c'est que j'avais vraiment envie de faire des objets que j'avais envie de porter, des sacs ou des accessoires en l'occurrence, mais que j'avais vraiment envie de porter et que j'avais envie que les autres portent. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie qu'ils soient esthétiques, qu'ils soient jolis. Alors, c'est pas à moi d'en juger, mais le fait est que 10 ans après, on en a produit plus de 80 000, donc c'est qu'ils sont portés. Donc l'idée, c'était vraiment de partir vraiment d'un déchet. Le mot est affreux, mais c'est le mot, et d'en faire vraiment quelque chose d'esthétique et de joli. Donc c'était vraiment ce qui m'avait animée, et plus encore de le faire en France. Là, il y a plusieurs autres exemples qui vont défiler. Pour vous expliquer par rapport au film Guerlain et par rapport à toutes les images que vous allez voir, le circuit est toujours le même. Il est assez court et il est surtout assez logique. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'il y a un écho. Ça va? C'est pas des... Ah, merci. En fait, le circuit est donc très court. Notre atelier est à Choisy-le-Roi, donc à 7 km de Paris. 95% de nos matières, donc vous allez en voir différentes défilées, mais je ne sais pas qu'il faut regarder pour dire, ça y est, on peut envoyer les images. Ouais, ça y est. 95% des matières viennent de Paris et de la région parisienne, donc on est à quelques kilomètres de Paris. C'est nous, chez Bilhomme, que nous préparons les matières. Alors, certains clients, comme vous l'avez vu avec Guerlain, viennent nous voir, viennent découper avec nous les morceaux. Pour eux, c'est très amusant de voir. La bâche que vous avez vue fait la taille d'un terrain de tennis. Donc, c'est très amusant pour un annonceur, je pense, de voir son visuel agrandi 100, 200, 1000 fois. Donc, à chaque fois, on a le droit aussi à... C'est très enthousiasmant. On découpe les bâches, on choisit chacun des morceaux. Ensuite, on a du personnel d'entreprise d'insertion sociale qui vient chez nous pour le nettoyage. Vous avez vu François avec un polo marinière qui travaille chez Insertion Service. Et ensuite, on emmène chacun des morceaux dans différents ateliers pour la couture. L'atelier que vous avez vu, en l'occurrence, est un ESAT, établissement et service d'aide par le travail, qui travaille le cuir, qui travaille formidablement bien les matières solides et techniques. Donc, c'est un atelier qu'on a choisi pour ça. Et ensuite, ça revient chez nous. Pour les ateliers, et ça repart après dans les boutiques, sur notre site internet ou chez nos clients annonceurs. Aujourd'hui, 60% de notre chiffre d'affaires est réalisé par des annonceurs qui nous confient leur matière pour que l'on travaille un objet patrimoine à partir de leurs propres matières qui sont finalement des matières héritage. Vous en voyez derrière nous, donc la bâche publicitaire évidemment, puisqu'on est sur un visuel, sur une campagne qui est aux couleurs d'un annonceur. Là, vous voyez les gilets de la régie France Rail. On a les gilets de sauvetage d'Air France. Tu m'aides quand je bafouille, tu m'avais promis. Oui, c'est bien, c'est bien. Et donc voilà. Et pour en revenir aux ateliers, on travaille aujourd'hui avec 7 ateliers. Sur ces 7 ateliers, 4 sont des ESAT. Et on a 4 ateliers qui travaillent le cuir, 2 ateliers qui travaillent le textile et un atelier qui travaille le papier. C'est quoi la difficulté aujourd'hui, chez Bilhomme? Ça fait combien de temps que tu as créé l'entreprise? C'est une date assez emblématique aujourd'hui, puisque ça fait 10 ans moins un jour que je faisais la première vente privée à Paris. Et on a présenté au Wooznext, qui nous a offert un stand en février 2006. Donc ça fait 10 ans. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à convaincre une entreprise de faire ça? Comment est-ce qu'on arrive à... Parce que ça peut paraître un peu anecdotique de faire ça. Comment est-ce qu'on peut dire à une société comme Guerlain ou une autre, ou à Air France, qu'est-ce qui est aujourd'hui le moteur pour prendre en compte ce déchet-là et en recréer de la valeur? Alors, il y a trop de questions pour moi, mais du coup, je vais essayer de répondre. Ouais. En fait, déjà, c'est plus anecdotique parce qu'aujourd'hui, justement, donc, on le voyait tout à l'heure, on a recyclé plus de 30 000 mètres carrés de matière, ça représente 12 tonnes, et on a réalisé plus de 80 000 objets. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est plus anecdotique. Et plus on travaille, moins ça l'est. Mais effectivement, ça le reste par rapport à des sociétés qui produisent chaque jour 80 000 pièces. Ça, c'est évident. Après, ce qui est merveilleux dans cette aventure, c'est que quand j'ai démarré, au départ, je voulais vraiment faire une marque vendue proposée auprès du grand public en magasin. Et assez rapidement, des marques sont venues nous voir, Agnès B en premier, et puis Air France, etc., et qui ont donné les bâches, nous ont dit, mais attends, nous, après tout, on achète parfois des produits en Chine pour nos séminaires ou autres. Là, ce sont nos couleurs, nos matières. Est-ce qu'on peut te racheter ce que tu fais dedans? Et c'est comme ça qu'est né le B2B. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, on est même dépassé par tout ça, puisque ce sont...
La Maison Guerlain, par exemple, nous sollicite, dès qu'une campagne d'affichage est terminée, on récupère la passe, on la transforme en carnet. Et ils vont encore plus loin parce qu'ils nous sollicitent, ils nous titillent pour travailler sur des nouvelles matières, pour aller plus loin avec eux. Ils nous ont fait visiter donc nos clients sont source de motivation. Ils nous forcent à innover, en fait, ce qui est assez fantastique. Aujourd'hui, on a plus de 10 matières à notre actif et c'est grâce à ces clients qui finalement en fait viennent aussi vers nous. C'est quoi le rêve pour la suite? T'en es où? Ça fait 10 ans. Tu rêves de quoi? De doubler? Doubler, je ne sais pas. En fait, je rêve que ça continue. Je rêve de continuer à y trouver de l'innovation parce qu'en fait, il y a encore tellement de choses à faire. Là, tu vois, par exemple, il y a un an, j'avais un rêve, c'était de récupérer un vieux drapeau français. Ouais. Et puis là aujourd'hui, donc c'est un peu de circonstance, mais là ça c'est le drapeau français du Grand Palais qu'on a récupéré il y a 6 mois et qu'on a travaillé avec eux. Il y a des matières complètement folles qui me faisaient vraiment. Par exemple, là mon rêve, ça serait une combinaison de spationautes de la NASA, par exemple. Si vous avez dans vos contacts quelqu'un à la NASA, merci de nous le faire savoir. Non, mais c'est surtout que l'aventure continue parce qu'on a vraiment. J'ai eu plein d'embûches sur cette route parce que quand j'ai démarré Bilom il y a 10 ans, c'est très simple. Tout le monde me disait alors, tu vas travailler avec des déchets et 2 en France. Enfin, vraiment, ça faisait rire beaucoup de monde, ce qui était d'autant plus motivant. Mais là, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment rentré dans le circuit. Mais le rêve, c'est juste que ça soit, que ça soit normal. Super, merci beaucoup Hélène. Je te redonnerai la parole tout à l'heure. Je voudrais en profiter pour faire parler Emmanuel. Emmanuel, je cherche votre nom de famille, Emmanuel Torrent, parce que vous aussi, vous avez une idée incroyable qui est de créer l'Eco-Cup, alors que ça vient aussi du monde de l'événement. Je veux dire un mot sur les férias. Là. Vous avez 2 minutes pour nous en dire un mot, parce que c'est une très belle aventure. Ben oui, j'ai une aventure un peu en parallèle, puisque moi aussi ça fait 10 ans, on avait créé une association avec des amis pour enlever les gobelets jetables dans les férias dans le sud, comme vous l'entendez à mon accent, je viens du sud. Et donc on avait amené cette solution avec des gobelets réutilisables. Donc nous, notre idée c'était de supprimer les gobelets jetables et de les remplacer par des réutilisables. À l'époque j'étais prof de maths, j'imaginais même pas finir à la Coupe du Monde de rugby en 2015. Et donc actuellement, on a créé à peu près entre 45 et 50 emplois. On lave 50 millions de gobelets par an. On en a lavé 250 millions depuis qu'on existe. Et donc nous, notre projet, c'est de stopper le jetable. On trouve complètement incohérent qu'on continue à payer un produit qui est voué à finir dans une poubelle au bout d'une utilisation. Et donc voilà, on était parti, donc je vous répète, d'une association. 2 ans après, on passe 3 événements à 300 et on dit on va créer une entreprise. Donc voilà, 10 ans après, c'est sûr que c'est un succès. On travaille à Roland-Garros, au Stade de France, on travaille aux 24 heures du Mans. On a gagné la bataille de l'événementiel. La France est devenue le leader de ce concept. Ça, sans se chauffer, on ne peut pas nous l'enlever, c'est quand même nous qu'on a fait ça. Il n'y a aucun pays au monde qui utilise ce système comme nous. Les seconds, c'est les Allemands. Et après, on a des contacts de partout parce que les gens, ça va très vite. Ils voient le système dans un festival de musique, ils ont le gobelet dans les mains et ils comprennent très vite. Donc le principe, c'est je donne 1 euro ou oui, c'est ça. On donne une petite caution. Dans l'événementiel, c'est une caution, c'est-à-dire nous, l'idée, c'est de motiver le retour du gobelet. C'est-à-dire on part du principe que si le gobelet revient, là on revient un petit peu avec le sujet d'aujourd'hui qui est le recyclage, mais nous on va plus loin. Nous, notre idée, c'est pas de recycler, c'est carrément qu'il n'y ait pas de déchets. Et donc en effet, dans l'événementiel, c'est motivé par une consigne, c'est-à-dire vous donnez 1 euro, on vous donne un gobelet, vous rendez le gobelet, on vous rend 1 euro. Si on veut gagner d'autres batailles qui ne seront pas dans l'événementiel, ça sera d'autres modèles. Mais l'idée principale restera la même. C'est-à-dire qu'il faut rendre le verre pour que nous, on le lave et nous, on maîtrise totalement ce qui se passe avec ce gobelet. Si les gens le gardent, c'est la même chose. Il faut que chez eux, ils en aient une utilisation domestique pour qu'ils n'achètent plus de jetables. C'est ce qui se passe. J'ai mon petit qui joue au rugby. Il y a 2 semaines... On s'en doutait pas. Il y a 2 semaines, il y avait un tournoi. Les gens qui avaient autour de moi dans le pique-nique utilisaient des gobelets Eco-Cup. Moi, c'était vraiment une satisfaction de voir que le système qu'on avait créé était réutilisé dans des goûters d'anniversaire, des pique-niques. Et donc, nous, voilà, l'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait plus de jetables.
Donc vous parliez de rêve. Moi, mon rêve, c'est qu'un jour, je lave les verres de McDo, je créerai 200 emplois de plus. Si je lave les verres de Starbucks, ça sera 50 emplois de plus. L'aéroport de Paris, c'est 35 millions de jetables. Si vous êtes dans la salle ADP. Ouais. Voilà, excusez-moi de parler beaucoup de chiffres, mais j'ai toujours aimé ça depuis tout petit. Donc, on n'imagine même pas la consommation de ces jetables qui sont en plus avec un poids de 4 à 5 grammes, donc pas recyclés. Je finirai juste là-dessus. Cette semaine de la COP21, il y a eu de très beaux reportages, notamment sur un journaliste bien sympathique qui montrait comment en 6 mois il devait totalement enlever ses déchets. Il avait 30 kilos au début du reportage de déchets, il en avait à la fin du reportage 1 kilo. Et dans le 1 kilo, ça m'a fait sourire parce qu'il restait 3 gobelets jetables. Donc j'avais envie de lui téléphoner, de lui dire écoute, moi, si à un moment les politiques nous aident et interdisent le jetable, nous on sait faire. Hein. Pour terminer, encore un chiffre, Feria de Bayonne, on lave 2 millions de gobelets en 5 jours. C'est un gymnase qui devient une laverie géante et on lave 2 millions de gobelets. Ma mère est très fière, avec toutes les disputes qu'on a eues quand j'étais jeune pour faire la vaisselle. J'ai vachement fait de progrès. Mais tout ça pour vous dire que c'est juste une volonté. Parce que McDo, Starbucks, toutes ces grosses marques qui jettent en permanence avec un gaspillage phénoménal, ils sont rien pour nous. 2 millions, ils font pas 2 millions de cafés par jour. C'est juste que c'est tous les jours qu'ils font ça. Ce monsieur s'appelle Emmanuel Torrent et il a créé EcoCup et je vous félicite. Merci. Et en plus, pour ma part, ce qui me réjouit, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de recycler les profs de maths, ce qui me paraît être une très très bonne idée également. Alors, on parle effectivement de recyclage, mais alors j'ai Benoît Varin à côté de moi qui, lui, se bat pour le réemploi. Et je trouve ça très intéressant de se dire, c'est exactement la même logique, hein, mais avant de recycler, comment est-ce qu'on peut réemployer, Benoît ? Alors, effectivement, bonjour à tous. Je suis enchanté de parler dans cette enceinte à l'UNESCO parce que j'ai commencé ici un peu ma carrière d'entrepreneur il y a 10 ans également. On va fêter, on va faire une fête pour nos 10 ans, je pense. On ne peut pas inviter tout le monde, hein, c'est demain soir. Ouais, c'est ce soir peut-être. Et donc du coup, moi, ma vocation, c'est d'éviter le déchet d'équipements électroniques, entre autres tout ce qui est ordinateur, smartphone et tablette. J'ai commencé donc il y a 10 ans, avant tout ici à l'UNESCO sur le sujet ordinateur. On a écrit un livre financé par l'UNESCO, HP, l'Agence de l'environnement, pour aider les entrepreneurs à créer des filières de réemploi, de réparation d'équipements électroniques, qui était un business plan en open source pour inciter la création de filières. Ça, c'était en 2006-2007. Ici même, j'ai revu tout à l'heure l'ancienne partenaire de l'UNESCO. C'était un grand plaisir. Maintenant, je suis effectivement dirigeant de Recommerce Solutions, créé en 2009, qui a pour objectif d'aider des commerçants à devenir des recommerçants. Nous, notre vision, c'est de dire qu'il faut changer les méthodes de commercialisation et qu'il faut inciter les commerçants qui distribuent un produit neuf à savoir reprendre le produit usagé, savoir le reconditionner et le proposer en occasion. Donc on développe des solutions principalement et exclusivement pour l'instant sur le téléphone portable et un peu de tablette pour les distributeurs de téléphones portables. L'autre point important, c'est la vision d'acteurs. On a créé il y a 2 ans la Fédération des acteurs du réemploi qui a pour objectif de rassembler les différents acteurs qui font du réemploi d'équipements, tout type de produits. Alors ça couvre du mobilier, on couvre aussi des matériels de bricolage, on couvre des livres, et il y a une centaine de membres. Mais Benoît, juste pour que je comprenne bien, si aujourd'hui on trouve un iPhone, désolé de citer une marque, sur le site de la FNAC d'occasion, c'est votre boulot, c'est ce que vous faites, c'est-à-dire vous parlez avec ces distributeurs pour pouvoir avoir des solutions, c'est ça ? C'est ça. Alors si vous voulez bien juste avancer 2 slides après, puisqu'on a effectivement un métier encore après. Un métier d'aider à la reprise de produits usagés, à la fois dans des boutiques, hein, vous avez cité des marques que vous avez citées, oui. On peut parler aussi d'opérateurs, on travaille depuis longtemps avec des opérateurs comme Bouygues Télécom, SFR ou Orange en Espagne. On va aider sur le web des entreprises à proposer des solutions de reprise des équipements pour les reconditionner et ensuite les revendre. Donc on va tester les produits, les réparer si nécessaire, les envoyer en recyclage s'ils n'ont plus de valeur sur le marché de l'occasion. Et on va développer avant tout ce qui va être de remarketer un produit usagé
puisque en fait, en France, on a, depuis 3 ans, on connaît un développement du marché de l'occasion, mais quand on s'est lancé, en 2009, c'était encore le démarrage. D'acheter un produit, un téléphone portable d'occasion, c'était encore un acte qui était peu courant. Maintenant, on sait qu'il y a un Français sur 2 qui sont prêts et qui achètent des produits d'occasion facilement. Oui, ils sont prêts à acheter d'occasion malgré la pression du marketing et de la communication qui nous donne toujours envie de choisir le nouveau produit qui va sortir. Mais quelle est la garantie qu'a le consommateur aujourd'hui? Comment est-ce qu'en termes de marketing, on peut réussir à vendre un produit tout en se disant, en levant un frein majeur qui est de se dire, est-ce qu'il ne va pas péter au bout de 2 mois? C'est une très bonne question. C'est un des freins principaux pour le consommateur, c'est de le rassurer sur la qualité du produit, sur avoir un service aussi bon que sur du neuf. Donc, on a construit via la fédération un label qui s'appelle R-Cube, donc la fédération. Voilà, donc la fédération qui rassemble plus une centaine d'acteurs. R-Cube comme R fois R fois R. Alors, dans les 3 R, donc R fois R fois R pour Emmanuel, ça fait R au cube, voilà. Et donc du coup, c'est le petit jeu de mots. Mais dans les 3 R, il n'y a pas recyclage, puisque notre ambition, c'est d'éviter le maximum le recyclage et de se positionner au niveau du tri. Donc du coup, au sein de la fédération, si vous voulez bien revenir sur le slide juste avant, on a créé un label qui est le premier label qui garantit des produits d'occasion. Avec un premier produit qui s'appelle le mobile certifié reconditionné, avec un audit externe qui a lieu par des auditeurs indépendants mandatés par la fédération qui vont auditer les différents membres qui le souhaitent. Nous, on a dû inciter à créer cette fédération puisqu'on était audité jusqu'il y a peu par des opérateurs, par différents partenaires, et en fait, on n'avait plus d'audit externe alors qu'on souhaite avoir énormément d'audits externes puisqu'on sait qu'on avance en ayant des gens extérieurs à notre activité qui viennent contrôler sur un standard, sur un référentiel précis, donc construit avec un cabinet de labellisation qui va auditer le schéma de gouvernance. Donc ça, c'est un point important dans l'occasion, c'est qu'on doit structurer le métier. C'est un métier tout nouveau, on parle de réemploi, on parle de reconditionnement, on parle d'occasion, mais de quoi parle-t-on vraiment? De recyclage, d'éco-recyclage, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Les termes sont encore à définir, c'est un marché assez important. On parlait d'un Français sur 2, notre objectif c'est d'avoir 2 Français sur 3 qui peuvent justement acheter de l'occasion, tant d'un point de vue prix que tant d'un point de vue accessibilité. Et on doit aussi rassembler les acteurs pour avoir un vrai syndicat professionnel de la profession. Et est-ce que les distributeurs sont prêts à apporter une garantie ou par votre intermédiaire? Est-ce que je peux acheter une occasion mais garantie 6 mois avec c'est basique pour un consommateur? Oui, tout à fait. Alors nous, en tant que professionnels, on fait entre guillemets, du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on va apporter des solutions, on peut garantir jusqu'à 12 mois. Tout dépend bien sûr du prix, puisque en fait, une garantie coûte cher en gestion des pièces détachées, en gestion des risques financiers, puisque si vous vendez un produit et que vous le récupérez 12 mois après, il faut pouvoir gérer le remplacement du produit ou la réparation. C'est combien de personnes au Recommerce? Vous employez combien de personnes? Alors, Recommerce Solutions, c'est 66 collaborateurs ici à Gentilly, près de Porte d'Orléans. On emploie une centaine de techniciens et on va avoir à peu près 2000 vendeurs qui vont travailler sur ces métiers de recommerce, c'est-à-dire de rachat ou de revente. On a à peu près 2000 emplois induits qui vont travailler sur le rachat de produits usagés, sur l'accompagnement des clients et sur la revente de produits d'occasion. Et c'est profitable, votre entreprise? Alors le marché de l'occasion est effectivement en plein développement. Oui, on crée énormément d'emplois et on atteint un niveau de profitabilité au moment où on atteint des seuils importants aussi en volume. Ça, c'est important à savoir que c'est dans l'occasion, mais dans toute industrie, le niveau de rentabilité dépend du volume atteint. Et c'est là où il faut que nos métiers arrivent à accéder à des filières volumiques. Ça, je pense que Biloum pourra aussi en reparler, ou au moins réguliers, pour avoir des approvisionnements réguliers. Et c'est, je pense, un des dénominateurs communs là, de nos métiers, c'est comment accéder et comment mettre en place une filière avec des volumes récurrents pour garantir que tous les mois, on aura un volume suffisant pour rentabiliser et faire fonctionner la... Vous avez créé votre première entreprise à 25 ans, vous m'avez dit.
Vous rêvez de quoi là? Vous avez 35 ans, 34 ans. Vous rêvez de quoi? Moi, je rêve. C'est vrai que Donatien, le film qu'on a vu sur France 2, était extraordinaire. Le zéro déchet. Moi, j'y crois. C'est-à-dire éviter qu'un produit soit délaissé, abandonné. Moi, je rêve d'une société où on a forcément le réflexe d'essayer d'éviter le déchet, de le donner, de prêter, de louer. Et moi, je crois beaucoup au système de l'économie circulaire, de la location. On n'est plus propriétaire d'un bien, on va juste louer un temps d'usage. Voilà. Et donc, on a mis en place des solutions de location d'un smartphone. On va vous le louer 3 mois, 6 mois, 1 an, et on va s'occuper de tout. Parce que c'est une aberration. Il faut savoir, là, on parle beaucoup de la COP21 et on parle peu du problème des matières premières. Mais il faut savoir qu'un téléphone portable, par exemple, a 20 kg de matières premières incorporées. C'est le sac à dos écologique. Et ça, le produit qui pèse 200 grammes, on a incorporé énormément de matières premières rares. Sans compter tout qu'on récupérera pas. Ouais. Qu'on doit amortir. Bon, en tout cas, ça va coûter cher d'aller les récupérer. Alors on peut, nous on a toute une partie qui permet, on a une partie on a 5% de nos volumes qui vont être transformés en métaux précieux après ou en recyclage. Ok, merci beaucoup de votre présentation. Je vais tout de suite passer la parole à Yves. Merci beaucoup. Merci. Ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a des gens à 25 ou 30 ans qui décident de faire ça. Je sais pas, moi je trouve ça dingue. Me dire, tiens, je vais m'occuper de ça. Je vous en félicite. Et Yves, vous êtes un peu dans le même... vous êtes confrère. Vous êtes aussi dans la téléphonie. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je vais vous présenter. Vous avez donc une entreprise qui s'appelle Connexing. Absolument. Oui. Vous nous en dites 2 mots? Tout à fait. Donc, en fait, l'inspiration m'est venue d'une rencontre. Et... Vous avez appuyé sur le bouton? Oui. Je suis pas sûr. Oui. Oui. Voilà. Vous m'entendez là? Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'inspiration m'est venue d'une rencontre avec Nicolas Hulot en 2005-2006, qui m'a fait prendre conscience qu'il était nécessaire pour nos enfants d'être responsables de ce qui se passait sur la planète. Encore plus près du micro alors. Et donc, voilà. En fait, quand j'ai créé mon entreprise Connexing, d'emblée, je me suis dit, je souhaite une entreprise responsable. Et donc, en fait, j'ai baptisé des téléphones d'occasion, puisque je viens plutôt du monde du fixe. Et depuis 25 ans, j'ai sévi chez plusieurs constructeurs, Alcatel, Ericsson, Siemens, pour ne pas les nommer. Et vous partagerez avec moi que depuis 25 ans, le téléphone qu'on a sur le bureau, c'est le même. Il a le combiné à gauche, le cordon étiro et son pavé de numérotation, ses touches programmables, c'est le même, il rend le même service, il passe du 300 à 3400 Hz. Pourquoi en 2015 acheter un téléphone neuf qui va dépenser entre 12 et 20 kg de CO2 alors qu'on peut faire une économie avec d'un facteur 4, c'est un téléphone éco-recyclé, on lui a donné un nom. On l'a appelé éco-recyclé parce que Benoît partagera avec moi que occasion, c'est péjoratif. Éco-recyclé, ça nous a paru plus correspondre au marché que nous visions. Le marché qu'on vise, c'est les entreprises directement, les grandes et les petites, mais plutôt les grandes. Nos 3 plus gros clients sont la RATP, les hôpitaux. Donc expliquez-moi comme si j'avais 10 ans, vous faites quoi précisément avec les téléphones que vous récupérez à la RATP? Nous rachetons vous les rachetez en lot. Nous les recyclons, ils ne quittent pas le territoire. Ça ne va pas en Afrique. Ça okay. Va pas en Afrique. Et en fait, on les garantit 18 mois, plus qu'un téléphone neuf équivalent. Et on les vend 20 à 50% moins cher que les téléphones neufs. Et pour chaque téléphone acheté, on plante un arbre. Donc, no comment. On a planté 60 000 arbres et nous, notre rêve, c'est dans 10 ans d'en planter 1 million. D'accord. C'est un peu un argument marketing, ça, non? Absolument. D'accord. C'est le communicant qui parle. Hein. Ouais. Clairement, mais c'est pas incohérent. Ouais. Ça donne envie. Évidemment. Et en fait, on se rend compte que ça permet de déclencher chez les responsables RSE des grandes entreprises un bon réflexe, puisqu'en fin d'année, ils nous demandent le certificat du nombre d'arbres qu'ils ont permis de planter par leurs achats de téléphones éco-recyclés. D'accord.
Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Je redonne le nom de votre société. Ça s'appelle Connexing. Et si vous avez des entreprises qui veulent se débarrasser de leur téléphone ou d'autres, est-ce qu'il y a des jeunes pousses, des jeunes startups qui se disent tiens, ça serait ballot d'aller acheter du neuf et je vais plutôt aller acheter ce genre de solution? Tout à fait, tout à Oui. fait. Le service C'est rentré est dans les accessible, mœurs. absolument. Oui, je pense que les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, en fait, c'est souvent l'esprit du dirigeant qui en fait rejaillit sur les stratégies achats des entreprises. Merci beaucoup, Yves. Mathieu, alors il faut que je donne les noms de famille quand même. Mathieu Grosset, vous êtes directeur général de Juraterie. Alors, vous avez un métier qui, moi, en tout cas, me fascine. C'est qu'est-ce qui se passe derrière la déchetterie? Vous savez, quand on va à la déchetterie porter un vieux fauteuil ou je sais pas, de l'ameublement. Qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a vous. Il y a beaucoup de gens déjà. Ouais. Il n'y a pas que nous. Bonjour à tous. Effectivement, quand vous allez en déchetterie, vous mettez dans des caisses, vous mettez dans des bennes selon le produit que vous amenez. Mais aussi quand tous les jours vous faites le tri dans votre cuisine, vous mettez des papiers, cartons, plastique dans vos poubelles individuelles. Et en bout de chaîne, quand les solutions de réemploi, de réutilisation sont épuisées, ces produits-là arrivent dans des entreprises comme Juraterie. Et notre métier à nous, c'est non pas de travailler au réemploi ou à la réutilisation de ces produits, mais de travailler à la réutilisation ou au réemploi des matières que contiennent ces produits. Notre entreprise, elle a plus de 20 ans d'existence et on vient de calculer qu'on avait trié plus de 500 000 tonnes de déchets sur ces 20 ans. Donc des fois, je fais des images et je dis, vous là, dans cette salle, vous pourriez avoir à peu près 200 tonnes de déchets. Donc sur 500 000 tonnes, je ne vais pas le faire parce que ça ferait vraiment peur à tout le monde. C'est assez. Mais c'est effectivement beaucoup. Et aujourd'hui, l'enjeu sur nos filières, et ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est de montrer que, en termes de pédagogie, le geste que vous faites, vous, citoyens, quand vous allez en déchetterie, quand vous mettez dans votre poubelle jaune, non seulement il est créateur d'emplois parce qu'il y a des gens qui viennent collecter ces produits-là, non seulement il est créateur d'emplois parce qu'il y a des gens qui vont les trier après, mais il est aussi créateur d'emplois parce que des gens vont réutiliser ces matières au final. Et effectivement, l'enjeu, il est de montrer qu'il y a une vie pour ces matières après le tri. Aujourd'hui, nous, on essaye le plus possible, sur l'ensemble de nos prestations, d'assurer du 0% enfouissement, du 100% valorisation. On y arrive sur certains produits, sur le déchet électronique, qui est un enjeu fondamental à tout point de vue, on l'a vu un tout petit peu auparavant. Aujourd'hui, il y a 10 000 tonnes de déchets électroniques qui arrivent dans notre entreprise, sous diverses formes. Il y a 0 tonnes qui repartent à l'enfouissement. C'est une exigence forte, mais c'est une exigence qu'on arrive à assumer en créant de l'emploi, y compris pour des personnes en difficulté, y compris en étant dans un secteur industriel. Et dans Juraterie, il y a Jura aussi, on est en secteur très rural, et on arrive à le faire, et on arrive à se développer. Et je crois que c'est important de le dire, on arrive à trouver un modèle économique qui est durable. Je finissais mes comptes prévisionnels dans le train en venant. Je ne sais pas si j'ai des actionnaires dans la salle, mais je peux dire à mes actionnaires que nous entamerons notre 22e année bénéficiaire normalement en 2015. Un actionnaire ? Non. Allez-y, madame. Allez-y, si vous voulez réagir vous vouliez réagir à chaud? Oui, je voulais réagir à chaud par rapport à l'incitation pour les citoyens de recycler. Moi, l'autre jour, je suis allée dans une déchetterie et je voyais tous ces gens qui étaient là à mettre dans chaque bonne case, etc. Et je me disais, mais comment est-ce qu'on peut motiver les gens? Parce que oui, il y a des gens qui ont ça en eux. Alors, moi, je suis alsacienne d'origine, donc il y a un peu la culture... Bon, je ne veux pas faire du chauvinisme, mais aujourd'hui, je suis à Marseille. Donc, il y a un gros gap et une grosse différence. Si, non, mais il faut le dire. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire que les gens qui n'ont pas ça dans l'éducation, qui n'ont pas ça dans le sang, qui n'ont pas encore compris, comment est-ce qu'on les remercie quand même de faire une partie de ce travail? Alors, je sais qu'en Alsace, de temps en temps, quand on apporte des déchets verts, il y a du compost qui est remis aux gens. Mais autrement, qu'est-ce qui fait que les gens vont aller dans une déchetterie pour se fatiguer à faire le tri? Merci, madame. Mathieu?
C'est le nœud de la question. Je pourrais poser la question, je pense, derrière, parce que Ouais. c'est toute on a en France une organisation, pas mal d'organisations un petit peu, enfin, assez intéressantes par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a notamment des éco-organismes qui font un gros travail de communication. C'est important, c'est de la communication, c'est de la pédagogie. Et je pense que dans cette pédagogie, effectivement, il faudrait intégrer le fait que toute cette pédagogie, toute cette communication qui est mise en place, elle est mise à mal par un documentaire qui va illustrer le fait qu'il y a effectivement au Ghana, en Inde, des déchets électroniques qui arrivent au bord d'océan et que c'est des petits-enfants qui brûlent avec des briquets pour voir quel type de plastique c'est. Et c'est pour ça que j'insiste pour dire, Juratry, on fait évidemment de l'excellent travail, mais on n'est pas tout seul à faire de l'excellent travail. Et aujourd'hui, les déchets électroniques, c'est 76% de valorisation matière de manière générale en France. Alors oui, nous on fait 94%, et ce qu'on veut faire en faisant ça, c'est de montrer qu'on peut tirer vers le haut et que c'est possible. Et demain, l'objectif, c'est d'arriver à 98 et à 100%. Et là, on sera dans un pays merveilleux, où on valorisera les matières, où on créera de l'emploi, où on aura une maîtrise aussi sur un certain nombre de métaux stratégiques pour créer les téléphones de demain, pour permettre le réemploi aussi de demain. On va voir juste après avec Joël Tronchon, qui est directeur développement durable du groupe SEB, l'expérience d'une marque comme Tefal, par exemple, c'est-à-dire comment au plus proche du consommateur, on peut parler de ce geste de tri, et peut-être ça pourra compléter un petit peu ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? D'abord, je trouve que c'est très intéressant, on est plusieurs ici à être entrepreneurs d'avenir et à revendiquer le fait que nous avons des entreprises, que ces entreprises, elles doivent absolument grandir dans le sens, pas forcément croître, mais en tout cas se développer le talent de nos équipes. Et donc pour ça, il faut être rentable, il faut avoir un système équilibré. C'est la 22e année que vous êtes équilibré. C'est quoi le rêve que vous portez sur ce sujet dans votre domaine et dans votre Jura? Le Jura est très important pour nous, effectivement. Ouais. Non, je crois que c'est votre papa qui a créé l'entreprise. Effectivement, c'est mon père qui a créé l'entreprise et qui a fait partie des pionniers du recyclage et du réemploi dans les années 70. Voilà, c'était une autre époque et d'autres ambitions. Mais ce qui me semble important, c'est effectivement de redire qu'on peut être performant, qu'on peut être innovant, faire cette preuve-là quotidienne que tous les gestes que chacun fait ont un impact réel sur la vie de nombreuses personnes. Je ne l'ai pas vraiment dit, mais notre entreprise, c'est une entreprise d'insertion. Elle embauche des personnes qui sont réputées inemployables. Ces personnes-là, ce sont ces mêmes personnes qui constituent et qui contribuent à faire de notre entreprise une entreprise rentable, à faire de notre entreprise une entreprise performante qui valorise 100% de ses déchets. Et si effectivement je dois avoir un rêve, c'est que on fonctionne, nous, notre modèle économique, il fonctionne sur la participation de chacun, de vous tous dans la salle, de tous ceux qui effectivement font les gestes de tri, de ceux qui travaillent chez nous, de ceux qui, on est une coopérative, de ceux qui prennent les décisions stratégiques dans notre entreprise. Et du coup, la moindre des choses qu'on a, nous, à faire, c'est d'organiser la rétribution en face de cette contribution. Et donc la rétribution, c'est la valorisation environnementale, c'est l'action sociale, c'est le partage des bénéfices qu'on peut faire chaque année. Et ça, c'est la promesse que Juratry, nous, on fait à nos salariés, qu'on nous fait à nos clients, qu'on essaie de faire aux citoyens, c'est de dire les engagements qu'on prend par rapport à l'environnement, par rapport à l'emploi, par rapport à l'accompagnement socio-professionnel, on les tient. Et mon seul rêve, c'est qu'en fait, chacun accomplisse sa propre promesse. Je crois que si chacun tient ses engagements, chacun s'engage dans ces directions-là, on ira vers un monde dans lequel j'aurais envie de vivre et d'élever mes enfants. Merci beaucoup, merci, parce que ce que vous portez comme message et qui va connecter avec ce dont on va parler tout à l'heure avec Emmanuel, c'est aussi cette vision très humaine de l'entreprise. Je voudrais que vous donniez une petite info sur ce statut d'insertion. Parce que moi, au début, je dois dire que quand je vous ai entendu, j'ai tout de suite pensé handicap et je n'ai pas du tout pensé à ceux que vous employez et qui sont des personnes qui ont été cassées, éloignées du travail. Vous pouvez nous dire en 2 mots comment ça fonctionne? C'est effectivement, vous l'avez résumé, c'est des personnes qui un jour dans leur vie ont eu un accident de vie ou qui parfois n'ont aussi jamais eu la chance que quelqu'un leur donne la possibilité de montrer ce qu'ils savaient faire. Notre travail à nous, c'est d'insister justement sur leurs compétences, de leur faire comprendre là où elles se
elles se trouvent, et puis de les faire grandir, de les faire évoluer, de leur faire construire un projet professionnel. On a choisi pour le faire, nous, d'être dans un cadre d'entreprise traditionnelle. On est une entreprise marchande. Nos concurrents, c'est des gros secteurs, des grosses entreprises du déchet, des multinationales. On est en concurrence avec eux, on l'assume tout à fait. Et quand je dis qu'on fait du résultat, qu'on est performant, mais on le fait avec ces personnes-là, ces personnes dont personne ne voulait auparavant. Et je crois que c'est le meilleur hommage qu'on peut leur faire, la meilleure valorisation. Et c'est vrai que ces personnes-là, quand 6 mois après être parties de chez nous, elles reçoivent un chèque qui représente leur participation, puisque 40% des bénéfices chez nous sont reversés en participation. Mais ils sont toujours très surpris, disant vous avez dû faire une erreur. Ben non, on a fait des résultats l'année dernière et grâce à votre travail et puisque vous avez travaillé pour construire ces résultats, ben vous êtes récompensé et rétribué. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Grosset, directeur général de Juraterie. Et alors, comme on a drôlement bien préparé cette table ronde, très, très linéaire, vous bossez un peu pour Seb ? On bosse pas mal pour Seb et on espère bosser plus pour Seb. Alors Joël Tranchon, directeur des développement durable du groupe Seb, ça va, ça se passe bien avec Juraterie? On est très très fiers d'avoir des fournisseurs comme Juraterie. Ouais, c'est l'usine de Is-sur-Tille qui fabrique l'Actifrail, qui travaille effectivement avec Juraterie depuis des années déjà. C'est pas récent comme partenariat, puis ça va durer. Puis on a d'autres idées avec Mathieu dont on a discuté il n'y a pas longtemps pour les déchets électroniques et électriques en fin de vie. Voilà, on est en train de creuser d'autres projets, mais ça, on vous le dit, on reviendra l'année prochaine. Alors, Joël, vous êtes directeur développement durable d'une grosse boutique, hein, le groupe Seb, avec plusieurs marques à l'intérieur. Vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites? Il y a plusieurs sujets, vous allez nous exposer. Il y a un sujet qui est le recyclage. J'aimerais bien que vous me parliez de l'opération Tefal, que moi, en tout cas, que j'ai trouvé très visible, peut-être parce que le sujet m'intéresse particulièrement, mais aussi la réparabilité, parce que je trouve que c'est un sujet dont on parle peu. C'est pas le plus glamour, mais effectivement, il est important. Alors, donc, juste le groupe Seb, c'est un groupe français, familial, qui est le leader mondial du petit équipement domestique. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est en gros tous les produits qu'il y a près chez vous, dans la cuisine ou la salle de bain. Il y a des grandes chances que ce soit des produits Tefal, Calor, Seb, Roventa, Krups, etc. Donc voilà. Alors, on en vend 7 toutes les secondes dans le monde. Donc, ça confère un certain nombre de responsabilités. Parce que tout ça, ça fait du déchet potentiel et ça fait de l'empreinte environnementale dans l'extraction de matière. Donc, c'est pas par hasard qu'on lance toutes ces actions-là, c'est qu'on a une responsabilité de par la consommation qu'on génère. Plusieurs exemples dont je le mets sous l'ombrelle de l'économie circulaire, parce que c'est finalement le concept qui lie tous les projets dont je vais vous parler, qui sont des actions qui sont lancées. Première action, on répare. C'est-à-dire que c'est le premier truc. C'est la durée de vie des produits. Avant de les trier ou de les recycler, il faut les réparer pour prolonger leur durée de vie. Aujourd'hui, un industriel qui vous parle de réparabilité, il n'y en a pas beaucoup. La plupart des gens, les industriels vous disent non, rachetez-en un, le neuf est mieux, d'ailleurs il fait ceci, cela. Nous, on est les seuls à peu près à dire aujourd'hui, bien sûr qu'on sort des nouveautés, bien sûr, mais quand vous achetez un produit du groupe aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir dire il est réparable 10 ans après l'arrêt de production du produit. 10 ans, ça veut dire concrètement qu'on a dans nos stocks, et ça nous coûte de l'argent, mais pour nous c'est un investissement, on a dans nos stocks en France 36 000 références de pièces détachées. C'est énorme. Ça crée d'ailleurs pas mal d'emplois, mais on est les seuls à pouvoir fournir ça pendant 10 ans. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, on fait ça depuis des années, sauf qu'on s'est mis à le communiquer parce qu'on s'est dit, mais c'est idiot, on a tout ça en stock, finalement, les gens réparent peu. En France, hein. Il y a d'autres pays du monde où heureusement on répare plus parce qu'on a moins les moyens. Au Brésil, en Amérique latine, etc. En France, on répare pas assez et c'est peut-être un peu notre faute de ne pas communiquer et de ne pas dire aux consommateurs en France, oui, vous pouvez réparer. Non, ça ne coûte pas extrêmement cher. Oui, on baisse les prix des pièces détachées depuis 5 ans. On est à peu près les seuls à baisser les prix des pièces détachées alors que d'autres constructeurs font de la marge dessus, ce qui est un peu idiot parce que vous tuez la réparabilité comme ça. Donc, et on forme et on outille des centres de réparation agréés qui ne sont pas d'ailleurs des salariés du groupe Seb, qui sont des travailleurs indépendants ou des petits commerçants qui font de la réparation un business. Et on travaille avec des répare-cafés, des gens comme ça. Donc ça, c'est on répare. Première action sur la chaîne de l'économie circulaire. Après, on recycle. Alors on recycle, on a deux manières. On a l'opération dont parlait Gilda, qui est peut-être une réponse à ce que, enfin une des réponses. Qu'est-ce que le consommateur a gagné? Effectivement, aujourd'hui, les poêles et les casseroles, en l'occurrence avec notre marque Tefal,
C'est bizarre, mais en France, autant sur le plastique, il y a plein de filières de valorisation et de recyclage. Paradoxalement, alors que ça coûte, il y a l'aluminium dedans, ça coûte des milliers d'euros la tonne, il n'y a pas de filière de recyclage officielle en France sur vos casseroles, vos cocottes minutes Seb, etc. Donc on en trouve dans vos placards, dans les jardins, les poules vont y manger dedans, c'est super. Mais en fait, c'est un peu idiot en termes de valorisation et de perte de matière. Donc, on a proposé des opérations depuis 4 ans déjà, et elles ont un succès grandissant avec la grande distribution, où on dit aux consommateurs et aux consommatrices, rapporter, n'importe quelle marque d'ailleurs, pas forcément les nôtres, rapportez vos anciens articles culinaires en magasin, et c'est là où il faut un incentive, une prime ou un truc qui donne envie, un petit bonus. On leur dit, on vous donnera un bon d'achat sur une gamme plus durable et souvent en aluminium recyclé. Voilà, pour pas, voilà. Donc, et les gens du coup ramènent en masse ces opérations-là, et on s'assure avec des gens comme Écosystème, qui est un éco-organisme français, que les produits qui seront ramenés en magasin seront réellement démantelés, réellement recyclés, et on arrive même à boucler des boucles en utilisant et en refaisant des disques d'aluminium recyclé qu'on réutilise nous pour faire des gammes recyclées. On a une gamme qui s'appelle Natura, qui est en alu recyclé 100% alimentaire. Autre exemple aussi qu'on peut faire, qu'on propose, on vient de tester là sur Dijon. Alors c'est modeste, hein, c'est un pilote, mais on l'a lancé en septembre, il marche plutôt bien. Et on le fait avec d'ailleurs des partenaires comme l'ADEME, l'Agence de l'environnement, et puis une entreprise d'insertion qui s'appelle Envie, que vous connaissez, qui est des collègues de Juratterie. En fait, on est les premiers en grande consommation à tester la location d'appareils culinaires électriques. Vous avez tous peut-être dans vos placards des machines à raclette, sauf que vous en servez 3 fois par an, quand il fait froid et quand vous avez des copains à la maison. Bon, peut-être que les louer, c'est pas idiot, et donc on propose ça, mais on propose 36 produits que vous pouvez louer au lieu d'acheter, et c'est l'entreprise d'insertion en vie qui gère toute la boucle logistique des produits, qui sont récupérables dans des magasins partenaires. Donc on fait ça avec le groupe Casino. Vous pouvez récupérer dans votre petit casino votre machine à raclette, votre tireuse à bière, votre robot cuisine, ce que vous voulez. Et c'est l'entreprise d'insertion en vie qui les répare, qui les nettoie et qui les remet en état et qui les remet dans le circuit de la consommation. C'est un nouveau mode de consommation, on le teste, on est les premiers à le faire, on va être sûrement suivi et puis on va regarder si les consommateurs sont prêts, parce que c'est aussi une histoire de consommateurs tout ça. C'est bien qu'il y ait des marques qui testent des choses comme ça, c'est encore mieux si les consommateurs transforment leur mode de consommation eux-mêmes. Donc on est tous acteurs du truc. Mais comment vous n'êtes pas fait encore sortir ou écharper par la direction marketing du groupe SEB? Parce que c'est quand même... Moi j'ai vu la promo au téléphone, je l'ai vu, on en a parlé au téléphone, et ça m'a fait vachement envie, parce que moi je cuisine, et je me suis dit moins 50% sur mes... Je trouvais que c'était très attractif. Je me suis dit comment ils font, comment est-ce qu'on arrive à faire que ce sujet-là soit porté de façon aussi puissante en termes de baisse de marge de la part du distributeur et du marketing chez vous? Alors, je vais vous dire, ce projet, en l'occurrence, ces 2 projets-là, ils sont issus d'une personne à la recherche et développement et du marketing avec moi. Et en fait, ça part uniquement d'abord du rêve. C'est-à-dire qu'on fait rêver d'abord ces métiers. Puisqu'en fait, ce n'est pas dans leur description de fonction de faire ces projets-là. Faut juste se le dire. Parler des marketeurs. Je parle des marketeurs. Ce n'est pas écrit dans les descriptions de fonction. Non. Un marketeur, il préfère faire un produit qui est un peu similaire à un produit qui a déjà très bien marché il y a 3 ans, et sauf qu'il est rouge ou vert, ou il clignote, ou il a une petite fonctionnalité. Je suis très méchant avec les gens du marketing, mais c'est quand même 80% sont comme ça. Sauf qu'il y en a 20% qui se disent ah ben non, moi ça m'emmerde de faire tout ça, on pourrait inventer un nouveau modèle, et là les yeux commencent à briller. Donc on part déjà d'individus qu'on va chercher dans l'entreprise, et on le dit allez. On passe un peu de temps, tu vas peut-être passer 10% de ton temps sur ce sujet-là, peut-être ça marchera, peut-être ça marchera pas. Si ça marche par contre, on ira le présenter ensemble au comité exécutif. Et ben, ça marche comme ça les projets développement durable ou un peu atypiques dans les entreprises, et ça fonctionne bien. Alors vaut mieux que ça marche évidemment, il y en a qui ne marchent pas, mais on attrape entre guillemets les métiers avec le rêve et l'engagement individuel. Nos salariés du groupe SEB, ils ont aussi un cerveau de citoyen. C'est pas juste des marketeurs ou des financiers, et donc on attrape ce cerveau-là pour le mobiliser en lui disant t'as pas envie de faire quelque chose qui a du sens ou de faire quelque chose qui a un impact sociétal intéressant, et en général les gens ils répondent oui. Mais je suis désolé, j'espère porter la question que vous avez aussi dans la tête. Moi je suis pas un ancien prof de maths, mais je me dis quand même, quand on dit à un marketeur tu vas faire moins 50% sur ta gamme de produits, il y a quand même un truc qui coince en se disant mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que le but du jeu c'est donc de piquer des parts de marché aux copains, et donc que vous ayez vous, la RSE, le développement durable, une promesse en disant on fait le pari qu'on va en vendre plus et qu'on va piquer des parts de marché, parce que sinon j'arrive pas à faire l'équation, mais j'étais pas bon. Oui, et je peux vous dire, toutes ces opérations-là, on ne perd pas d'argent, pour être bien clair. On en gagne,
On est considéré comme plus innovant par nos clients distributeurs et il y a un Carrefour, un Casino. Ils préfèrent nous référencer, nous, avec des opérations comme ça, parce qu'on a des propositions de RSE ou de développement durable intelligentes. Et je peux vous dire, pour les magasins, ça génère du trafic et donc du commerce et donc de l'argent. Donc c'est là, pour le coup, dans un schéma plutôt vertueux. Vous dites par là que Leclerc ou Carrefour ou Casino, qu'importe, vont faire de la publicité, vont faire savoir l'opération, ce qui fait qu'il va y avoir une préférence consommateur qui va venir sur leur point de vente. Bien sûr. Et c'est nos marques qui sont en avant et pas celles de nos concurrents par ce fait-là. Donc c'est aussi des retombées économiques intéressantes. De quoi alors c'est quoi votre rêve à vous? Alors, en dehors de faire rêver les marketeurs et les financiers, ce qui est déjà un rêve en soi. Ce qui est déjà énorme. Non, mais j'insiste parce que je suis un ancien directeur des ressources humaines. Ces projets-là, ils ont un vrai impact sur la qualité de vie au travail et la motivation quotidienne des gens. Les gens viennent plus au boulot juste pour faire leur boulot classique. Ces projets-là, ils les font réellement rêver. Alors, ils y passent pas tout leur temps, mais quand même, le soir à la maison, quand ils racontent ce que à leurs gamins, le boulot qu'ils ont fait aujourd'hui, ils parlent plus fortement des projets de développement durable plutôt que des 80% de leur job qui les intéressent plus ou moins selon les métiers. Donc voilà, faire rêver. Alors moi je suis très égoïste, hein. Mon rêve c'est juste de continuer à faire le métier que je fais. Je suis enfin trouvé ce qui me plaît. Moi j'ai aucune propension et aucun goût pour la névrose ou la schizophrénie. Donc je veux continuer à travailler dans le monde économique, mais je veux continuer à être un citoyen engagé, ce que je suis par ailleurs. Donc le développement durable c'est juste un métier qui me permet de faire les deux. Donc c'est très égoïste, mais l'égoïsme ça peut aussi mener à des choses collectivement intéressantes. Donc c'est continuer à faire mon petit bonhomme de chemin en essayant de motiver le plus de gens possible vers ce que j'appelle moi, parce que je suis un grand lecteur de Camus, une utopie, alors pas une utopie du XXe siècle démesurée, surhumaine, mais une utopie du juste milieu. Hein. C'est une utopie modeste, mais pour moi le développement durable c'est une utopie modeste et c'est mon rêve, c'est presque mon obsession régulière. Voilà. C'est une jolie obsession. Merci beaucoup Joël Tronchon du groupe SEB. Pose ta question dans le micro parce que sinon on ne profite pas de la réponse, Hélène. Non, mais j'ai honte s'il l'a déjà dit, mais je ne sais pas depuis combien de temps Joël est chez SEB. Ça fait au moins 8 ans que je suis chez SEB. C'est durable aussi. Merci beaucoup. Alors, on a pardon, question. Allez-y, je vous en prie. Alors, je voulais juste vous partager que je fais beaucoup la cuisine et j'ai un batteur électrique qui doit avoir pas loin de 60 ans, qui vient de ma grand-mère. Et je m'étonne de ne pas entendre parler de l'obsolescence. Alors, allons-y. Joël ? Justement, une des bonnes réponses à l'obsolescence programmée, alors juste pour le fantasme, il n'y a pas de puce dans les produits du groupe SEB voilà, qui fait qu'il s'arrêterait au bout d'un cycle X ou Y. Ceci dit, la première réponse, nous, ce qui nous a semblé la bonne réponse à l'obsolescence programmée, qui est effectivement aujourd'hui qui est largement médiatisée et débattue, c'est la réparabilité. C'est que la première obsolescence, c'est déjà de faire des produits qui ne sont pas réparables. Enfin, je ne veux pas citer de marque haute, mais vous avez plein d'appareils, par exemple des téléphones, qui sont aujourd'hui pas réparables du tout. Et parce que les pièces sont soudées. Donc du coup, il faut casser l'objet pour pouvoir le réparer. Ça commence par là. Comment, en éco-conception, on conçoit des produits qui peuvent être démontables, réparables, et comment on peut isoler des pièces détachées. Et voilà. Pourquoi on n'est pas capable de fabriquer des produits de meilleure qualité qu'il y a 60 ans? Alors, pour ça, pour vous répondre, je vais demander à Nicolas Butin. Merci, madame. Peut-être un petit mot là-dessus. Nicolas, qui a une agence de design. Hein, 2 mots là-dessus, peut-être en écho à ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire qu'est-ce qui, d'abord présenter votre activité, je vais faire un petit peu de pub, j'aime bien, je fais Bernard Pivot, j'aime bien faire ça, voilà. Avec votre dernier ouvrage qui est Activer l'économie circulaire, vous avez une agence de design et vous travaillez justement sur le sujet de l'éco-conception. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Oui, donc je m'appelle Nicolas, j'ai créé une agence qui s'appelle Witak et pour la petite histoire, le nom d'un petit oiseau en aborigène qui justement récupère tout ce qu'il a autour de lui, y compris aussi des bouts de plastique. Donc ça nous a choqués quand on a vu ce truc-là et on a décidé que ça devait être notre nom aussi pour porter un petit peu le flambeau et s'inspirer aussi de la nature. Et notre métier, c'est le design, mais le design global, c'est-à-dire qu'on fait à la fois des produits mais aussi des services qui sont éco-conçus. Et on travaille pour des grandes entreprises en majorité, comme La Poste ou L'Oréal.
Et on essaie justement de faire des produits qui ne vont pas être tombés en rade au bout de. Alors, au bout de 5 pareil, minutes. expliquez-moi comme si j'avais 10 ans. Ça veut dire quoi pratiquement pour répondre à madame sur le sentiment qui est partagé qu'aujourd'hui, on crée des produits qui durent moins longtemps que le super batteur d'il y a 60 ans de la grand-mère de madame? Ça, je pense que cette dame a eu la bonne, la bonne manière de faire, c'est de poser la question aux marques, parce que effectivement, les machines à laver, ou il y a des trucs, ça saute aux yeux de tout le monde que ces produits durent, ou les frigos, que ça dure moins longtemps qu'au temps de mes grands-parents. Parce qu'on a rajouté des options, on a rajouté de l'électronique qui fait que on a rajouté ça, et on a aussi rajouté des trucs qui sont soudés effectivement et qui ne peuvent pas forcément bien se réparer. La réparabilité des objets, c'est une chose. Et après, il faut regarder aussi tout le système, comment tout le système est fait, et comment ces appareils consomment peut-être plus d'énergie qu'avant, peut-être qu'ils activent aussi beaucoup plus de fonctionnalités alors que ce n'est pas forcément toujours nécessaire. Donc nous, on va essayer d'avoir une démarche très globale en tant que designer et un peu non expert de tout et de rien. On n'est pas ingénieur, on va essayer justement de prendre un petit peu de la hauteur sur tous les sujets, sur tous les systèmes. C'est bien expliqué dans le livre aussi. Et donc, n'hésitez pas à me demander, j'ai des petits flyers. Et c'est un livre qu'on a... Pardon ? Alors en ce moment, c'est un peu confidentiel, mais on travaille avec La Poste sur un projet de recyclage de multidéchets en entreprise. Et donc là, on essaye de voir comment tous ces flux-là vont être bien traités et bien valorisés. Et puis aussi sur le design de ce meuble, on essaye de l'éco-concevoir dans le choix des matériaux, dans la réparabilité aussi de l'objet, et puis le fait que ça soit fait en local dans des ESAT comme Hélène, donc pour faire un petit peu la boucle. Voilà. Bon, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Merci beaucoup Nicolas Butin de Wita. Et je rappelle le nom de votre livre qui s'appelle Activer l'économie circulaire. Mais vous venez de me le donner, donc je ne l'ai pas encore lu. En revanche, merci beaucoup Nicolas. En revanche, j'ai lu celui d'Emmanuel Druon. Je n'avais pas lu le premier. Emmanuel Druon, je vais vous laisser vous présenter. Vous avez, alors je vais faire de la pub par ricochet. Vous avez une formidable page de pub dans le reportage de le film magnifique que vient de sortir Cyril Dion et Mélanie Laurent, où on vous voit chez vous, chez Pocheco. Vous allez nous raconter cette entreprise. Je voulais qu'on aboutisse notre débat avec votre témoignage, parce que vous parlez dans votre premier ouvrage, et vous allez nous dire ce que c'est d'économie, et puis aussi parce que quand nous avons conversé pour préparer ce débat, vous êtes rentré sur un sujet que je voulais garder pour la fin, qui est le monde dans lequel nous sommes, que vous racontez comme étant un monde extrêmement violent, et force est de constater que ce que nous vivons tous collectivement en témoigne. Et donc, comment est-ce que toutes ces belles histoires, tout ce que les acteurs autour de cette table portent comme projet, comme expertise et comme vision, comment est-ce que ça se confronte au monde ? Voilà, je vous laisse nous raconter, vous présenter, et puis je vous relancerai sur 2-3 points. Bon, merci de me donner la parole. Oui, je suis plus à l'aise dans le film Demain que vous pouvez voir sur les écrans. Qui est sorti mercredi. Il faut aller voir ce week-end. Ouais. Ça serait mieux d'aller le voir ce week-end si vous voulez qu'il reste sur les écrans pour que d'autres puissent aller le voir la semaine prochaine. C'est un documentaire qui dure 2 heures et qui présente des solutions. La préoccupation environnementale est formidablement anxiogène pour nous tous. Et on a surtout l'habitude d'être dans le punitif, dans la souffrance, dans le difficile. Et Dieu sait qu'il y a de bonnes raisons de s'inquiéter, mais il y a aussi des bonnes raisons de penser qu'on va pouvoir se mettre au travail. Et que je pense qu'il est trop tard pour être désespéré. Donc on se met au boulot et on change les choses. Et c'est ce que propose le film. Et ça raconte des expériences dans le monde entier qui sont réellement réjouissantes, enthousiasmantes après les avant-premières auxquelles j'ai pu participer. Les gens d'abord sont debout dans la salle, complètement excités, heureux et détendus. Et ensuite, assez rapidement, ils se demandent qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Est-ce qu'on peut créer une monnaie locale? Est-ce qu'on peut... Voilà, donc il y a un mouvement qui démarre et quelque chose qui est... Voilà, donc demain, au cinéma, très très vite. Oui, très très vite. Très très vite, parce que s'il ne se passe pas quelque chose cette semaine...
L'industrie du cinéma est telle. Et à 19h, Cyril Dion et Mélanie Laurent seront juste derrière nous. Ici, derrière nous aussi. Voilà. Merci Emmanuel pour cette page de pub avec moi, mais j'avais vraiment envie de la faire et je vous jure que c'est un cadeau de vous le dire. Allez voir ce film avec vos chéris, vos enfants, vos copains. Ça met vraiment la patate. Ça s'appelle Demain. Alors, est-ce que vous pouvez, parce que je ne vous ai pas présenté, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter Pocheco? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Emmanuel Druon, ça vous l'aviez compris, et je fabrique, je fabrique rien. De mes 122 collègues et moi, nous produisons 2 milliards d'enveloppes en papier par an. Alors, comme je pense que vous ne savez plus ce que c'est qu'une enveloppe en papier, je vous en ai apporté. Comme ça, vous pouvez voir. Alors, c'est pour les plus anciens d'entre nous, ça vous rappelle quelque chose, mais pour les autres, bien sûr, rien du tout. L'enveloppe en papier, le sujet qui préoccupe les gens et qui m'a préoccupé quand j'ai pris mes fonctions il y a 20 ans, c'est qu'on me disait toujours que produire du papier tue la forêt. Et bizarrement, je ne suis pas un psychopathe, donc je n'avais pas très envie de mettre en lien... je pense que je ne suis pas un psychopathe. On en jugera à la fin. Personne n'a voulu me dire que j'en étais un. Ils n'ont pas osé. J'ai perdu le fil. Je n'avais pas envie. Oui, non, j'avais pas envie, pas qu'on dise, mais j'avais pas envie d'être quelqu'un qui détruit pour avoir du travail. Si j'ai la chance d'avoir un emploi, ce qui dans notre région, dans le Nord-Pas-de-Calais, est difficile, il y a 15% de taux de chômage. Si j'ai la chance d'avoir un travail, j'ai pas envie de perdre ma vie à la gagner, et j'ai pas envie que mon travail équivale à la destruction d'une ressource. C'est-à-dire que le capitalisme, selon Schumpeter, la destruction créatrice, je caricature un petit peu, ça va bien, sauf que ça va plus. Parce que les ressources sont épuisées, que ce soit les ressources fossiles, fissibles, minières, les ressources halieutiques, et dans le fond, tout s'épuise, quoi, même les gens. On parle beaucoup d'épuisement, de syndrome d'épuisement, de dépression nerveuse et même de suicide au travail. Le burn-out. Oui, le burn-out. Donc on a un sujet de société. Et moi, forcément, je suis comme vous, je me confronte à tout ça. Et donc à l'époque, j'ai trouvé les moyens d'aller chercher en fait des gens qui coupent un arbre pour faire du papier, mais ils en replantent 4, dans le respect de la biodiversité des espèces et en Europe. De sorte qu'il n'y a pas de destruction de la forêt, au contraire, puisque c'est dans les 10 premières années de sa croissance que l'arbre consomme le plus de CO2. Et puis ensuite, l'usine est chauffée par les branchages, donc on n'utilise plus non plus d'énergie fossile, leur usine à eux, en Finlande. Et puis le papier arrive en bateau puis en train, donc son bilan carbone du transport est pas mal. Et en tout cas, le bilan global est négatif dans le sens où on capte plus de CO2 dans cette activité-là qu'on en envoie dans l'atmosphère. Mais je me dis, une fois que j'ai ça, je ne détruis pas la forêt, mes collègues et moi, nous ne détruisons pas la forêt, donc on peut continuer d'utiliser des enveloppes en papier. Mais ça consomme de l'eau. Qu'est-ce que devient l'eau? 95% de l'eau qui est utilisée est renvoyée dans l'environnement. Après avoir été nettoyée, elle est tellement propre qu'elle est morte et inerte, et donc ils remettent des bactéries, ils la remettent à température. Et les 5% restants, c'est la deuxième fois ce soir que vous voyez une enveloppe. Ça sera une journée à marquer d'une pierre blanche. Et donc les 5% restants, pourquoi je l'ai montré? Parce qu'il y a 5% d'eau là-dedans. Bon. Je me suis dit, c'est une bonne chose de regarder en amont chez les fabricants, qui sont plus des fabricants d'ailleurs que des fournisseurs, si c'est possible. Enfin bon, parce qu'ils fabriquent, fournir. M'énerve. Il y a des trucs qui m'énervent. Bon. On fabrique, ça demande du travail, ça demande du savoir-faire, ça demande de la transmission. Et donc on s'est dit, on va essayer de se donner les moyens de travailler d'une façon qui corresponde aussi à nos convictions, si on en a. Et donc, les moyens alors, quels moyens on se donne? Par exemple, on pourrait décider, que l'argent gagné est un moyen d'entreprendre et que ce n'est pas une fin en soi, et que donc, on réinvestit l'argent qu'on gagne en produisant dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne distribue jamais de dividendes, et ça fait en fait 40 ans que ça dure. Alors ça, c'est intéressant, parce que en fait,
l'idée de départ de ce raisonnement un peu bizarre, c'est qu'on s'est dit, fabricant d'enveloppes, c'est chouette, bon, on va essayer d'exister sur le marché français, puis après, on va essayer de gagner des parts de marché, si je raisonne normalement, de manière conventionnelle, essayer de gagner des parts de marché en France, puis alors dans un second pays, puis devenir leader sur un continent, ce serait génial. Et puis alors après, je vais devenir leader sur un second continent, un troisième, un quatrième, un cinquième, et après, je vais où? Sur Mars? Alors le problème, c'est que l'expansion qui est permise par le système boursier, alors excusez-moi, je vous choque un peu parce que je vous parle d'argent et je vous parle du fait que c'est pas une fin en soi. Et donc, nous, on s'est dit, réinvestissons l'argent dans l'entreprise et essayons de consacrer ça. Et puis, les salaires chez nous sont de 1 à 4. 1, c'est le SMIC plus 15%, et 4, c'est 4 fois ça. Donc les gens viennent évidemment pour gagner un salaire, mais ils ne viennent pas que pour ça. Ils viennent aussi pour passer 10 à 15% de leur temps en formation. On est issus de la deuxième ou la troisième génération de l'immigration pour la plupart d'entre nous, quelquefois avec très peu de formation. Et donc ça a du sens, pour donner du sens à notre travail, d'essayer de faire les choses en se préoccupant de ces questions-là, en même temps qu'on se préoccupe de l'environnement. Et là où je veux en venir, c'est que dans l'usine, on a en 20 ans tout changé. C'est-à-dire, on a baissé la consommation d'électricité, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, de 75%. Alors vous allez me dire, on devait gâcher beaucoup avant, c'est vrai, et on a complètement repensé tout le mode de fonctionnement. Et je vais vous donner un exemple concret. L'exemple concret, c'est celui de la toiture. C'est le nord de la France, vous voyez, Belgique, tout ça. Et la toiture fuyait, donc Zola. Et quand il pleuvait, et il ne pleut que 2 fois par an dans le Nord-Pas-de-Calais, pour que vous ne soyez pas mauvais, 2 fois par an, 1 fois 3 mois, 1 fois 6 mois. J'ai fait à chaque fois celle-là. Oui, mais ça marche bien. Et donc on savait exactement où mettre les seaux dans l'atelier, parce qu'on était habitué aux trous dans la toiture. Vous riez, mais on voit que vous n'y étiez pas. Et donc un jour, à force de gagner, de remettre dans les fonds propres et de réutiliser l'argent dans l'entreprise, on a décidé de refaire la toiture. Et on s'est dit, tiens, cette usine est productive, on nous demande de la productivité, on est une industrie, il faudrait que cette toiture, il faudrait que l'enveloppe soit aussi productive. Pardon? La caisse, vous acquiescez ou vous avez une question? D'accord. Et donc... J'ai pas entendu en fait. Okay. Oui, je suis un peu long. Je peux faire plus court. Donc il pleut, on met des végétaux en fait sur la toiture qu'on a sélectionné avec un laboratoire de botanique local. Et du coup, 70% de l'eau qui tombe sur la toiture est évapotranspirée l'été, 30% l'hiver. Et le solde arrive dans des cuves. Et comme il y a 20 ans, on a décidé, pour baisser la pénibilité et la dangerosité des postes, de faire que les encres qu'on utilisait soient plus des encres à base de solvants comme par le passé, mais des encres à base de pigments naturels et sans métaux lourds, donc à base d'eau. Du coup, en récupérant l'eau de pluie, on peut réutiliser cette eau de pluie qu'on a stockée, la mélanger avec du savon de Marseille et nettoyer les outils de production, donc les boues, les souillures, qui ne sont pas toxiques, on les liquéfie et du coup on a planté une bambousette phytorémédiation, donc avec le CNRS, on a choisi des bambous dont le système, qui sont non gélifs, donc qui tiennent jusqu'à moins 25 degrés, et sur le système racinaire de ces bambous, on envoie en goutte à goutte l'eau et les bactéries vont décomposer la souillure, s'en nourrir, et la seule biomasse qui sera générée, c'est la tige du bambou elle-même. Comme vous le savez, le bambou ne perd pas ses feuilles en hiver, donc il va travailler, faire cette rémédiation, cette épuration absolument pendant toute l'année. Et puis au bout de 4 ans, il est moins efficace, on le coupe, on le sèche, on le réduit en pellets en fait, et maintenant on se chauffe avec, ce qui fait qu'on a coupé le gaz. Donc en fait, on gâche plus d'eau, on est autosuffisant en ressources hydriques, on a coupé le gaz et on a appelé ça faire de l'économie, c'est-à-dire on peut entreprendre sans détruire. Et entreprendre sans détruire, l'économie, c'est-à-dire qu'il est plus économique de travailler de façon écologique que de ne pas le faire. Là, je vous donne un exemple, mais en fait, tous nos investissements sont basés sur ce raisonnement-là. Alors, je me permets de vous interrompre, d'abord pour expliquer que si je tenais à ce que Emmanuel intervienne à la fin, c'est parce que ces notions d'économie circulaire, de recyclabilité, ça ne sert pas uniquement les externalités, mais aussi
non pas uniquement ce que l'on produit, ce que l'on distribue, mais aussi la façon dont l'organisation, notre système de production, notre système de vie puisse en bénéficier. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Il y a un truc qui me choque quand même dans ce que vous dites, c'est vous laissez entendre que si vous n'aviez pas été dans un système qui verse systématiquement les profits dans vos fonds propres et donc ne verse pas de dividendes, vous n'auriez pas réglé le problème de la fuite dans le toit. C'est un peu tiré, non? Ah non, c'est pas tiré par les cheveux, vous pouvez pas me dire ça à moi. Non. Mais ça, c'est parce qu'on a répété. Alors, non, mais répondez-moi, s'il vous plaît, là-dessus, parce que moi, je suis chef d'entreprise, on verse des dividendes aux actionnaires. Je pense que les gens ici, ils peuvent avoir le sentiment que, quand même, ils parlent, mais c'est quand même facile. Peut-être qu'il est son propre patron, il n'y a peut-être pas d'actionnaire. Juste, vous poussez un petit peu sur ce truc-là. En quoi est-ce que le fait de ne pas verser de dividendes vous permet de dire que vous réglez plus facilement la fuite du toit? C'est que ça me permet d'investir, parce qu'au lieu de donner de l'argent à des actionnaires déjà repus, je réinvestis. Je sais pas, on réinvestit. Je sais pas, c'est logique. Le travail rémunère le travail. Je vois pas ce qui est à justifier. C'est le système. Comment? Oui, si vous voulez. Enfin, je pense que c'est un moyen d'entreprendre, pas une fin en soi. De toute façon, une enveloppe se vend à peine plus qu'1 centime l'unité, donc c'est pas un produit qui rend riche. Et sur un marché en décroissance très très forte, une entreprise industrielle dans le nord de la France sur un marché en décroissance très forte, si vous voulez, on ne fait pas ça pour faire fortune, on fait ça parce qu'il y a un savoir-faire, parce qu'il y a un travail, parce qu'on peut imaginer une industrie du XXIe siècle qui serait celle de la reconstruction, qui serait celle éventuellement de la rénovation, mais qui serait plus celle de la destruction. C'est-à-dire qu'on est dans un projet qui est plus intéressant que d'accumuler du pognon pour quelques-uns. Moi, ça ne m'intéresse pas, voilà, point. Et ça n'intéresse pas mes collègues. Alors après, on a renoncé à l'idée de devenir, je vous le dis, de multiplier Pocheco par 3 entreprises, de racheter d'autres boîtes. Si vous voulez, c'est quand même... entreprendre, c'est pas que... Enfin, bon, on est dans un monde qui est quand même beaucoup dirigé par des hommes dont le désir de toute puissance me pose problème. L'idée de devenir toujours plus gros, plus grand... Souvent, des hommes sont venus me voir en me regardant dans les yeux, en me disant « mais Pocheco, comment vous faites pour rester indépendant? Vous êtes sûr que ce n'est pas un problème de taille critique ?» Et je me suis dit « mais il me parle de la taille de quoi ?» Merci beaucoup, Emmanuel Druon. Je vous invite... Alors... Je vous invite à découvrir ce livre qui s'appelle Le syndrome du poisson-lune, parce qu'il joue et c'est sympa de le faire. Mais ce que vous racontez là, dans ce bouquin est quand même tout à fait émouvant. Voilà, je vais vous dire ça, c'est très émouvant. Ce retour d'expérience est très intéressant. Est-ce que vous m'autorisez un dernier mot? Mais je vous jure, je vais être bref. Parce que j'ai promis 20 minutes à la salle. Ouais. D'accord. Ouais, d'abord, je vous signale que vous ne m'avez pas demandé si je rêvais. C'est pas sympa. Oh, mais je l'ai tellement entendu. Alors, dites-moi votre rêve, Emmanuel. Non, pas tout de suite. Quel métier. Ouais. Non, le rapport à l'environnement, le rapport à la circularité, je voulais vous dire un mot là-dessus. Il n'y a pas de hiérarchie chez nous. Il y a des gens autonomes, parfois indépendants, en tout cas capables de faire le travail par eux-mêmes. On ne perd pas sa citoyenneté en franchissant les portes de l'entreprise. Donc on est dans un rapport au travail aussi qui a bénéficié de tout ça. Voilà. Et alors, j'ai 3 rêves. Ah. D'abord, je voudrais vous dire que je rêve qu'il y ait plus d'Alsaciens à Marseille. Et je rêve aussi qu'il y ait plus de Marseillais en Alsace. Oui, vous pouvez m'applaudir. Ensuite, je rêve qu'on abandonne complètement l'obsolescence programmée. En effet, ça me paraît important. Et enfin, je rêve que vous demandiez vos factures par courrier postal. D'abord parce que ça m'arrangerait. Et ensuite, parce qu'il y a une étude du CNRS qui a été publiée en 2010, qui compare, par une analyse du cycle de vie, qui compare le courrier postal au courriel, et il est 15 à 23 fois plus polluant de recevoir ces factures par Internet que de les recevoir par la poste. Aussi surprenant que ça puisse paraître.
Alors, merci beaucoup Emmanuel. Je ne prendrai les questions que des dames. Je vous prie de m'excuser, mais je suis obligé. Hein. Non, mais on va commencer par privilégier les voix féminines. Une voix tout au fond là-bas. Et puis je vais vous donner dans l'ordre. Si vous voulez bien vous présenter, on m'a donné des règles que je n'ai pas du tout suivies en animant ce débat. Est-ce que vous voulez bien vous présenter en 2 mots et poser une question qui finit vraiment par un point d'interrogation? Merci. Ok, d'accord. Donc moi c'est Madeleine, j'ai 25 ans, j'ai fini Plus près du micro s'il vous plaît. Oui. J'ai fini un apprentissage au sein d'un centre de logistique où j'étais chargée environnement et ma mission était justement la gestion des déchets. Et j'ai été beaucoup confrontée au tri des déchets, sensibilisation des salariés, etc. Et au final, quand un auditeur est arrivé, il a regardé notre benne, on va dire d'hiver, ce qu'on ne sait pas en faire. Et c'est un Roumain et il nous dit, mais ça, vous pouvez le recycler, ça aussi. Le problème, c'est qu'on est confronté aussi à un souci économique, le coût du transport, le coût du traitement. Les usines de traitement n'étaient pas forcément à côté de l'usine de centre de logistique. Donc du coup, il y a aussi ce poids économique face au poids écologique que les entreprises ont à faire face et comment y remédier pour recycler, comme vous dites, arriver au zéro déchet, parce qu'on sait que c'est surtout les entreprises qui génèrent le plus de déchets par rapport aux ménages. Ok, est-ce que si je reformule en question votre remarque, c'est comment je fais, moi, quand je suis en charge de ce sujet-là dans ma boîte, pour expliquer que ça peut avoir un coût, mais ça génère de la valeur? Oui. Ok. Qui veut prendre? Joël? Juste illustrer un exemple, je reprends le sujet du recook. Vous avez raison, c'est bien la raison pour laquelle on aurait pu se poser la question en disant on va prendre nos partenaires logistiques classiques pour amener les produits d'un point relais à un autre quand les gens les louent. Et en fait, ça ne marche pas. On est allé regarder avec une entreprise d'insertion locale, puisqu'on expérimentait sur Dijon. Donc l'entreprise d'insertion, elle est sur Dijon. Elle a déjà des camions qui tournent pour d'autres choses. Et donc, c'est comme ça qu'on a réussi à équilibrer justement le facteur économique sur ces livraisons en les mutualisant avec d'autres flux. Voilà, c'est un exemple. D'autres exemples aussi, quand l'écosystème collecte les déchets électriques et électroniques en fin de vie partout en France, ils font pareil, ils bouclent avec des circuits. Ils ne viennent pas collecter qu'un type de produit. Ils viennent collecter plein de produits, ce qui fait qu'ils remplissent les camions et que donc économiquement, c'est effectivement très compliqué en termes de logistique d'arriver à boucler ces boucles environnementales. Benoît? Oui, moi je voudrais compléter, ce qui manque, vous avez raison, c'est un éco-organisme qui aiderait en fait les entreprises à gérer du multidéchet, mais pas du multidéchet, c'est-à-dire du multi-ressources. Au sein de la fédération Aircube, nous on milite justement pour dire arrêtons la destruction et confier les déchets à un seul acteur, puisque cet acteur-là ne peut pas être spécialiste de différents métaux ou équipements usagés. Donc passons par des professionnels qui sont spécialisés pour le bois, pour le mobilier. Enfin, avant de parler de bois, parlons de mobilier, parlons de sacs, parlons de bâches, parlons de téléphone, d'ordinateur, et essayons de trouver une manière pour que chacun puisse apporter une solution dédiée aux produits, mais aux produits avant qu'ils soient cassés, mis en benne, et donc son intégrité soit abîmée. Et c'est bien ça le problème, c'est comment préserver l'intégrité des équipements usagés pour éviter le déchet. Et moi, je vais juste vous rajouter un truc, c'est faites-le savoir à votre client en B2B ou à votre consommateur en B2C, ça a de la valeur. Voilà, ça a de la valeur. Il faut vraiment faire remonter ça dans les messages de l'entreprise, du produit, de la marque, parce que ça a de la valeur aux yeux du consommateur et du client. Une question ici, madame. Vous avez assez entendu ou pas? Ok. Alors, en résumé, la question de madame, c'est aujourd'hui, il y a des nouveaux produits qui arrivent sur le marché. On est plutôt dans une logique de marché de remplacement. Donc, la question qui est posée, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un modèle qui me permet de ramener le batteur de ma grand-mère pour pouvoir avoir accès à un batteur avec de nouvelles options, de nouvelles fonctionnalités? Et quels sont les modèles induits par cette demande légitime du consommateur? Alors, en fait, c'est un concept qui en français, je ne sais pas comment ça s'appelle l'upcycling, mais je ne sais pas
ça a un nom en français, mais je l'ai oublié. Donc ça existe. C'est assez compliqué en fait, ça serait effectivement travailler sur des produits. C'est une des pistes de recherche qu'on a. Travailler sur des modules de produits qu'on peut effectivement upgrader. Alors c'est pas français non plus. Ça a un nom, mais surcyclage, tu dis? Surcyclage. Bon. Voilà, upcycling. Donc oui, c'est une vraie piste. Elle est assez compliquée d'un point de vue recherche et développement, mais vous avez raison, c'est sans doute une piste d'avenir. Mais je vous donne un exemple d'upcycling très simple. Aux États-Unis, pas en France, on vend, nous, des poêles aux chefs, aux restaurateurs. Des poêles qui sont assez chers, assez complexes, assez technologiques. En fait, on a une usine aux États-Unis qui a proposé, depuis le début de l'année, à des chefs de ramener leurs poêles. Ils les remettent à neuf. On sait faire, on sait les remettre droites, on sait les nettoyer, on sait les dépolir. Et donc, ils les remettent à neuf, ils les revendent après à 50% du prix à des nouveaux chefs, des jeunes chefs qui ne peuvent pas s'équiper en poêles all-clad qui sont extrêmement chers. Voilà, c'est un upcycling simple, mais sur les produits électriques et électroniques, c'est plus compliqué. Oui, ça ne va pas régler le problème de la poêle connectée et du maillot de bain connecté qui fait qu'aujourd'hui, on va vous vendre une poêle qui siffle patati patata. Sur votre iPhone, une autre question, je me permets. Une autre question, madame. Je vous donne la parole après. Oui, j'aurais une petite question très concrète et une interrogation plus existentielle. Ma question très concrète, c'est en 2016, pourquoi dans ma poubelle jaune, en matière de plastique, qui est une matière qui a beaucoup de valeur, je ne peux toujours pas mettre autre chose que des bouteilles et des flacons. Ça m'interroge. Pourquoi tous les plastiques ne sont pas recyclables en 2016 ? Mon interrogation plus existentielle, pour avoir vu un certain nombre de conférences ces dernières semaines sur les thématiques qui sont traitées aujourd'hui, où je vois de manière récurrente dans les présentations d'expériences le recours aux associations d'insertion. Alors là, je vais peut-être faire une remarque un peu provocante, mais c'est bien. J'ai la mauvaise impression que le recours aux associations d'insertion n'est pas seulement fondé sur des objectifs, on va dire, d'engagement social, mais que ça sert aussi de variable d'ajustement dans des modèles qui n'ont pas trouvé leur viabilité économique. Et ça m'interroge. Voilà, parce que insertion, c'est bien d'aider les gens à s'insérer, mais le mieux, ce serait de leur proposer un boulot, un CDI, payé correctement. Ok, très bonne question. Merci, madame. Mathieu, c'est pour toi et après Hélène. Je vais pouvoir, je pense, répondre sur les deux questions. Pour le plastique, je partage totalement. Alors, a priori, tout le monde partage totalement, puisque Eco-Emballage, qui gère la filière des déchets d'emballage ménager, a proposé une expérimentation pour 10 millions d'habitants en France l'année prochaine autour de l'extension du tri des plastiques, justement. Donc, selon là où vous habitez en France, l'année prochaine, vous pourrez mettre tous les plastiques, y compris les pots de yaourt, dans vos poubelles. En tout cas, vous pourrez dans le Jura, dans les poubelles qui sont bleues. Voilà. Et même si on a été les premiers à mettre en œuvre, le Jura n'a pas assez d'influence pour avoir influencé pour qu'elle soit bleue partout en France. Je suis désolé pour vous. Par rapport à la question d'insertion, alors d'abord, on parle bien d'entreprise. J'ai senti le mot association, puis avec un petit côté péjoratif, on parle bien d'entreprise. La deuxième chose, c'est qu'on parle bien de vrais contrats de travail, avec des vrais salaires, avec de la CDI. Participation. Il y a des gens qui sont chez nous en CDI, après être passé par des parcours, des parcours en insertion. Si on crée des CDI, j'ai créé une fois 50 emplois et j'ai aidé 50 personnes. Avec les contrats en insertion, je permets à des gens qui ne sont pas employés et pas employables, enfin qui sont employables mais qui ne sont pas employés par les entreprises de mon territoire, de retrouver une chance, et je le fais pour à peu près une centaine de personnes par an. Et depuis l'origine de Juraterie, on l'a fait du coup pour 1 millier de personnes. Là, on l'aurait fait sinon que pour 50 personnes. Ça aurait été super. Mais là, on a 1 millier de personnes qu'on a aidées, 500 personnes qu'on retrouve un emploi durable derrière. L'impact est beaucoup plus important. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres moyens de faire. Je trouve que celui-là, il n'est pas totalement débile. Et moi, je rebondis du coup sur je me permets de rebondir sur l'insertion. On travaille, nous, également avec une entreprise d'insertion. J'insiste aussi, c'est une entreprise. Ce qui est intéressant avec l'entreprise d'insertion, c'est qu'il y a une grande souplesse. C'est-à-dire que nous, on a, ça fait 10 ans maintenant, depuis le début, je travaille avec les entreprises d'insertion pour tout ce qui est nettoyage, découpe, etc. En 10 ans, on a dû avoir 18 personnes différentes. Il y en a eu des vraiment très bien qu'on a voulu garder, mais je n'avais pas la possibilité de les embaucher. Par contre, je ne désespère pas d'avoir quelqu'un que je garderai d'insertion d'ici 1 an. Mais il y a vraiment une grande souplesse et c'est vraiment du gagnant-gagnant, ça c'est très important. Et du coup, je rebondis sur un chiffre que je voulais vraiment donner suite à l'intervention de Mathieu, puisqu'on parle d'emploi, d'insertion, etc.
c'est un chiffre que j'ai trouvé sur Zero Waste France pour un emploi, qui concerne le recyclage, la thématique de cette table ronde. Pour un emploi dans l'élimination, c'est-à-dire l'élimination, on fait un trou, on enfouit ou on ouvre une porte, on met dans l'incinérateur. Vous avez 10 emplois dans le recyclage, ou vous avez 100 emplois dans des activités liées au métier de réduction de déchets. Donc le rapport, il est quand même énorme. Et il y a une source d'emploi qui est magnifique. D'après un rapport, le Bureau européen de l'environnement, on peut créer jusqu'à 850 000 emplois dans les prochaines années. Grâce à cette industrie du réemploi, du recyclage et de la réutilisation, ça représenterait 1 jeune sur 6 qui est aujourd'hui au chômage en Europe. Merci Hélène. Non délocalisable. Merci beaucoup Hélène. Bah oui, t'es dedans. Mademoiselle. Alors, bonjour. Moi, je voulais vous demander pourquoi en France, on ne sensibilise pas plus les personnes à utiliser les déchets qu'on a à la maison. Bouteilles, conserves. Je me rends compte qu'on peut faire beaucoup de choses utiles avec ça et que c'est un premier pas pour pouvoir diminuer tout simplement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une sensibilisation à faire pour pouvoir réutiliser, ne serait-ce qu'avec nos enfants, hein. Avec une boîte de conserve, on peut faire beaucoup de choses. Je ne sais pas qui peut vous répondre. J'ai une réponse, mais qui n'est pas du tout. Ma femme est institutrice. Je peux vous dire que chez moi, le recyclage c'est pas. J'ai à peu près une pièce entière qui est dédiée au recyclage des pots de yaourt, de tous les packaging. Je peux vous dire. Donc le recyclage, l'éducation nationale, ils savent faire. Hein, ça, je peux vous dire. Monsieur, présentez-vous si vous voulez bien. Un petit électeur. D'accord. Est-ce que l'enveloppe n'est pas le bel exemple de l'obsolescence programmée? Oh là, ça on ne la voyait pas venir. Juste, je voudrais compléter, pour diminuer son obsolescence, comme une enveloppe à 2 faces, pourquoi on n'utilise pas une fois une face et la deuxième face la fois d'après? On peut même les retourner, non? Oui, vous avez raison, ça se jette en fin de vie, et c'est la raison pour laquelle nous, à l'usine, on fait 0% de déchets. C'est-à-dire que toutes nos matières premières ont été étudiées à l'origine de la recette pour être parfaitement recyclables et par conséquent parfaitement recyclées. Donc l'enveloppe, il faut faire comme j'ai fait tout à l'heure pour prendre des notes et mettre sa liste de courses dessus. Et puis quand on a fini les 2 faces, en effet, on peut allumer le poêle avec. Oui, ça c'est du recyclage. Merci. Oui, mais c'est un recyclage qui est, en l'occurrence, permet à la forêt de se développer en surface. Je vous rappelle que notre activité, rien qu'à nous, avec nos clients, permet de replanter 300 à 350 000 arbres par an quand on en coupe 60 000. Donc il y a aussi dans l'idée d'utiliser des matières naturelles renouvelables à l'échelle du temps humain, un choix qui est très intéressant par rapport au fait de surexploiter les ressources minières, fossiles ou fissibles qui, elles, sont enfouies et qui doivent rester dans le sol. Merci Emmanuel. Madame, et après monsieur, et après on terminera parce que j'ai des instructions extrêmement fermes. Dans mon enfance, on consignait les bouteilles. Je ne vous ai pas entendu, pardon madame. Ah, vous ne m'entendez pas? Si, dans mon enfance, on consignait les bouteilles de lait, d'autres liquides. Et actuellement, en Allemagne, par exemple, on consigne les bouteilles de plastique. Est-ce que c'est une idée qui pourrait un jour faire son chemin chez nous ou non? Qui veut répondre? Effectivement, c'est une remarque qui fait de plus en plus sens et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette histoire-là. Pour l'anecdote, j'avais lundi dernier une 50aine d'acteurs, des vignerons, des producteurs, des distributeurs qui étaient dans l'entreprise pour réfléchir ensemble à comment on pourrait relancer autour de la consommation, autour des bouteilles de vin du Jura, puisque le vin du Jura est excellent, mais il se consomme à 60% localement. Donc on peut tout à fait enclencher des boucles courtes pour permettre cette consignation et cette valorisation. Donc, pardon? Non, c'est plus celui-là n'existe plus. Et pour ajouter à ce que dit Mathieu, il y a un projet dans la région lyonnaise qui s'appelle Concilion, qui vient de faire l'étude économique avec l'aide de l'ADEME. Et en fait, c'est rentable dans un rayon de 150 km pour peu qu'on soit dans une région effectivement agricole, jus de fruits, bouteilles de vin, etc. Donc c'est rentable dans un rayon de 150 km de refaire de la consigne. Donc il y a des projets dans l'économie sociale et solidaire qui sont en train de se monter. Donc oui, ça revient en France. Pour le plastique aussi? Non, sur le verre. Aucun bouteille en verre là. Aucun espoir pour le plastique. Là, je ne vais pas pouvoir gérer là ce qui se passe là. Merci madame, monsieur, madame, et après on arrête.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, je suis aussi entrepreneur dans leur emploi. Donc, en 3 mots, la société s'appelle Adopte un bureau. Elle rachète le mobilier des grandes entreprises qui déménagent et sinon le mettent en déchetterie pour le revendre à des startups et des PME. Donc ma question, c'était pour Emmanuel. Moi, j'aime beaucoup votre projet, mais comme vous le disiez, c'est un marché en décroissance. Enfin, est-ce que vous explorez de nouveaux produits, justement si dans 10 ans, il y a presque plus d'enveloppe, ça serait triste que cette belle aventure s'arrête. Donc, comment vous préparez la suite? Merci, monsieur. Mais comment Et si. Mais pas du tout. Non, ça fait 40 ans qu'on doit disparaître, donc on est très habitué. Ici, c'est une sorte de fantôme qui vous parle. On fait 2 milliards d'enveloppes aujourd'hui chez Pocheco. On en faisait 850 millions il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y avait 23 milliards de plis transportés par la Poste. Et là, on est à 15 milliards. Donc les courbes s'inversent. Cela étant, on a créé un bureau d'études en économie qui accompagne des entreprises et des collectivités pour les aider à faire comme chez nous, du zéro déchet et de la circularité, par exemple. Mais on a évidemment d'autres projets, mais ça serait beaucoup trop long. Et la dame à la veste rouge a une question depuis tout à l'heure. Absolument, ça y est. Ah bon, parce que je vous gardais pour la fin. Bonsoir, madame. Oh là! Ça, j'ai un mot à dire. Oui, en plus, il faut les vider. Vous êtes un public merveilleux. Vous voulez vraiment en un mot, parce que j'ai 2 réactions et après on s'embrasse et on s'en va. On a juste souri parce que je lui ai dit tu verras qu'avant la fin on me posera la question sur le lavage, ça va pas louper. Donc oui, on y a droit à chaque fois. Il faut savoir que l'eau quand on lave les verres, on a des produits biodégradables, donc l'eau qu'on rejette n'est pas polluée, elle est juste sale. Et donc il y a, comme avec les enveloppes, il y a des méthodes de réutilisation de l'eau où on peut réutiliser 97% de l'eau. Mais au-delà de cette conversation qu'on pourrait avoir qui pourrait être plus longue, si les produits jetables étaient moins polluants que les produits lavables, ça se saurait. Dans les maisons, on ne s'embêterait pas, on mettrait à table que du jetable, tout ça à la poubelle et allons-y gaiement. Je veux dire, c'est quand même fou. Dans le mot jetable, c'est quand même la contradiction du mot durable. Je veux dire, tout est dit dans les mots. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est quand j'avais parlé il y a 10 ans à Madame Papalardo, qui était l'ancienne présidente de l'ADEME, elle m'avait dit, mais quand on te pose cette question, mais réponds-leur ça, point final, quoi. Si un produit jetable maintenant est moins polluant qu'un produit durable, il y a tout qui est dit dans les 2 mots, quoi. Je vous laisse ça comme mot de la fin. Il est 18h04. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, vous avez été un public super. Merci beaucoup.